Bonjour ou bonsoir à vous. Nous sommes contents de vous accueillir sur cet incubateur de solidarité, ce lieu de rencontre, ce lieu de mutualisation de savoir, ce lieu de connaissances, de partage d'expériences et de connaissances. Tout ce que vous pouvez nous apporter, vous, comme connaissances, nous intéresse. Et aujourd'hui, bien évidemment, nous sommes avec Sylvie Cruzet Raposo qui va nous parler de son expérience de l'Afrique, qui va nous parler de son Afrique. Et je voudrais donc vous dire que nous sommes là assez régulièrement. Vous pouvez vous abonner pour pouvoir suivre nos émissions. Nous parlons de choses très, très diverses et variées. Et nous sommes absolument contents de vous partager cela. Et l'idée pour nous, c'est que ceux qui nous suivent, vous abonnez, vous êtes conviés d'autres personnes. C'est surtout que si vous êtes deux, trois, et qu'à la fin de l'émission, vous ayez le sentiment d'avoir appris quelque chose de nouveau, que vous ayez vraiment le sentiment d'être un meilleur vous-même, voilà, de mieux connaître le monde, de mieux connaître la vie et d'avoir retenu quelque chose d'important. Parce que le but pour nous, c'est de l'éducation, c'est de faire que les choses changent maintenant, tout de suite. Il y a quelque chose de nouveau dans notre vie. Bonjour Sylvie et bienvenue dans le programme. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien depuis mon retour du Cameroun. Voilà, depuis votre retour, depuis son retour, Sylvie est rentrée d'Afrique il n'y a pas très longtemps. Je voudrais, avant que qu'on aille plus loin, Sylvie, qu'on comprenne exactement votre expérience, qu'on comprenne ton expérience en tout cas, je voudrais d'abord te faire part de quelque chose qui me préoccupe, qui me dérange. C'est que quand je vois des Occidentaux en Afrique, quand je vois des personnes venues d'ailleurs organiser la solidarité, faire ce travail, le travail humanitaire, attirer l'attention des gens sur la possibilité de se débrouiller avec de petites choses pour améliorer son quotidien et que les Africains eux-mêmes ne le font pas, ça me dérange parce que j'ai souvent posé la question aux uns et aux autres, est-ce que vous pensez que ce sont encore les Occidentaux qui doivent venir nous apprendre à être attentifs aux voisins, à donner un coup de main aux voisins, à mutualiser avec le voisin, avec l'enfant du cousin, avec le village, pour pouvoir entreprendre des choses. Quel est cet esclavage? Quelle est cette indépendance que nous organisons encore? Cette dépendance, voudrais-je dire, que nous nous organisons notamment via des ONG, via cette dépendance accrue aux fonds qui nous viennent de l'extérieur. Je suis sûr, si je m'en vais dans mon village, dans mon propre village avec toi, Sylvie, proposer un projet, travailler sur un projet, ils vont me prendre moins au sérieux, mais toi, ils vont te prendre au sérieux. Oui, je crois qu'en fait, cette situation, elle remonte à ce que j'appelle l'ancien humanitaire, voire le mauvais humanitaire. C'est-à-dire que longtemps, justement, les Occidentaux sont arrivés, ils ont donné, ils ont organisé, et en fait, ils ont un petit peu soumis et mis les gens dans l'attente et leur ont un peu trop fait croire qu'ils n'étaient pas capables de faire sans les Occidentaux. Et c'est vrai que quand on va là-bas, on se heurte vraiment à ce problème où ils nous disent, bah, toi, t'es blanc, tu sais. Ben non, vous êtes noir, mais vous savez aussi, il faut juste Très intéressant, on va que en vous parler de ça. C'est compreniez que très vous le intéressant savez, oui. d'introduire par là. Cette question de moi, je suis justement, toi, tu es blanche, forcément tu sais, forcément tu as. Ça, on va, avec Sylvie, aujourd'hui, parler pas mal de son, en tout cas de son parcours, parce qu'on ne va pas aller forcément très au cœur de l'expérience même du terrain, mais de son vécu, ce récit de vie, ce carnet de route, cette rencontre entre les hommes. Moi, je te laisse encore une fois de plus la parole, Sylvie, pour ce propos introductif, parce que je voulais simplement rebondir, parce que ça m'intéresse, c'est très riche ça. Donc, pour eux, c'est vous qui avez la solution, c'est-à-dire les Blancs, et nous, on ne peut rien faire. On est obligé de dépendre, d'attendre. C'est ça? Oui, enfin, c'est leur ressenti. En discutant avec eux, c'est ce qu'il en ressort. Et en fait, on passe beaucoup de temps, pas forcément à travailler quand on est là-bas, mais surtout à leur expliquer que non, la solution, ils l'ont. Il faut qu'ils la cherchent, elle est sur leur terre. De toute façon, on ne peut pas amener en Afrique des solutions européennes.
il faut qu'elles viennent d'eux. Et effectivement, nous, on peut apporter une aide, mais c'est vrai que nous, par exemple, notre association ne travaille que sur des projets endogènes, c'est-à-dire des projets qui ont déjà été démarrés par des gens sur place. Parce qu'on estime qu'on ne peut pas arriver, nous, occidentaux, avec des projets à leur imposer, ça ne leur correspondrait pas. Donc on va d'abord là-bas, on regarde comment ils travaillent, quel est leur projet, et puis éventuellement, bah, après on apporte une aide. Mm. Alors, je salue tous ceux qui nous rejoignent et tous ceux qui vont nous regarder en vidéo. Je remercie notamment Salomé Tchatchek qui fait tout pour que ces programmes puissent atteindre plus de monde possible. C'est l'Agora, hein. C'est un lieu où vous pouvez venir donner votre point de vue, débattre avec Sylvie qui est avec nous ce soir pour nous partager son expérience de bénévole, d'humanitaire, surtout un certain type d'humanitaire parce que les grandes organisations pour moi, non gouvernementales qui œuvrent en Afrique, pour moi, ce sont des outils de colonisation, ce sont des outils d'impérialisme. Moi, je le dis, je le sais, je suis allé plusieurs fois. En fait, j'ai toujours essayé de monter des projets localement, mais à chaque fois, les uns et les autres nous demandent de l'argent parce qu'ils sont habitués à ce que les grandes organisations, l'UNICEF, tout ce que les gens adorent, ils viennent avec de l'argent pour faire passer à la télévision, passer à la radio, faire de la communication. Ils ont des grands moyens. Et nous, quand nous venons, nous essayons de faire des choses simplement et surtout de manière endogène. Personne ne veut nous aider, au contraire. Donc, on va un petit peu regarder l'œil humanitaire d'un point de vue d'une occidentale, d'un point de vue de Sylvie. Et je voudrais saluer, bien sûr, Marie Crouzet qui est avec nous, hein, fière de la philosophie de sa maman, c'est bien. Et Marie-Hélène Blondel qui nous regarde aussi. Je remercie Salman Tchatchet qui souhaite que vous partagiez le maximum ce message parce que le but pour nous, comme je vous ai dit, c'est vraiment de toucher les couches les plus profondes de notre population, ceux qui n'ont pas la possibilité de nous avoir, que vous reproduisez ce que nous échangeons ici. C'est un lieu de discussion, c'est un lieu de débat, c'est un lieu de connaissance. Nous utilisons les réseaux sociaux parce que oui, nous devons être présents. Je sais la futilité et ce qui nous engage le plus et ce qui nous entraîne le plus, mais nous allons résister, nous allons tenir parce que la connaissance, c'est cette chose qui nous manque. Et je pense que on aura peut-être l'occasion avec Sylvie de parler de ce souci, ce besoin d'éducation en Afrique, parce que je crois que c'est pas un secret pour, n'est-ce pas Sylvie, que de dévoiler que tu as remarqué qu'il y a vraiment un problème de fond et il y a quelque chose qui manque en Afrique, c'est l'éducation, Tout à l'accès au fait. savoir. Mm. Tout à fait. Et le problème que j'ai remarqué aussi, c'est que il y a une confusion entre l'intelligence et l'éducation. Et Ah, très bien. j'ai passé une soirée à expliquer à des jeunes que non, c'est pas qu'ils étaient moins intelligents que des Européens, c'est qu'ils n'avaient pas eu accès à l'éducation dès la maternelle, voire le CP, et c'est ça qui fait la différence. C'est pas une question de couleur de peau ou d'intelligence, c'est l'accès à l'éducation. Je connais beaucoup d'amis de blancs qui, ceux qui sont honnêtes. Ils sont toujours blessés, vraiment blessés. J'en ai rencontré, ils sont blessés par ce complexe du nègre, ce comportement du noir. Je sais pas, c'est pas, je veux dire, c'est pas de l'outrance de le dire, c'est malheureusement une réalité. C'est-à-dire que nos petits jeunes, dans leur petite cabosse de nègre, dans nos petites têtes, on a été tellement formatés, on a été tellement comme ça que vraiment, ils sont sincères. Ils pensent. Moi, j'ai eu des amis très jeunes même qui étaient chaque fois embêtés de voir des personnes qu'ils admiraient. C'est-à-dire qu'ils admiraient des gens locaux, mais ces gens ne s'admiraient pas eux-mêmes. Vraiment. Ils disaient, mais je trouve ce monsieur vraiment fantastique. Mais sauf que ce monsieur se trouve toujours petit parce qu'il est noir et que l'autre est blanc. Et ça, c'est des situations que tu as certainement rencontrées et en t'entendant parler, je me dis, toi-même, ça t'a un petit peu dérangé tout cela. Ben, complètement. Et il me semble, moi, que ça vient de tout se passer. D'abord la colonisation, donc soumission. Ensuite, moi, ce que j'appelle ce mauvais humanitaire, où on apportait tout parce qu'ils n'étaient pas capables d'eux. Et c'est vrai que maintenant, quand on y va, on a l'impression qu'ils sont complètement soumis
et ils ont du mal à avoir confiance en eux. Il y a vraiment tout un travail à faire là-dessus. Je vous remercie parce que c'est ce que nous essayons de faire de la modeste manière. Et pour faire ce travail, c'est l'éducation. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas le fait de faire de grands bruits, c'est un travail de fond parce que déconstruire. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Une fois de plus, je salue nos amis qui sont en ligne. Octavie qui est avec nous, qui rejoint Salomène. Johan Franklin Boyo, nos fidèles amis sont là. Et Hélène Mongele Mbambat, Florence Nana qui est aussi là. Bienvenue dans l'émission à ceux que je ne vois pas. J'espère que vous allez tenir avec nous jusqu'au bout pendant au moins 1 heure. Et si vous ne tenez pas jusqu'au bout, passez le message autour de vous parce que nous voulons que beaucoup de personnes puissent entendre ce message. Diffusez dans différents réseaux et surtout massez-vous si vous voulez bien autour de cette plateforme. Mais peu importe le nombre que nous sommes, l'essentiel c'est de faire de la qualité. Et c'est ce que je vous promets, c'est que le but c'est que lorsque on regarde ce programme, le jour où à la fin du programme, quelqu'un n'aura pas l'impression d'avoir progressé dans un meilleur lui-même, j'arrête. Donc, qu'on est 2 ou 3, l'essentiel pour moi, si c'est 4 personnes, que ces 4 personnes aient l'impression et le sentiment, ressentent en eux qu'ils sont plus forts, plus musclés pour affronter la vie, plus musclés dans la pensée, intellectuellement, parce que l'éducation, c'est notre lacune. Justement, parlons-en, Sylvie. J'ai introduit ton émission en disant à quoi sert-il de voyager si c'est pour rentrer chez soi comme avant? Si ce n'est pas pour rencontrer des gens et changer en étant un meilleur soi-même. J'imagine que pour se retrouver en Afrique, ce n'est pas comme ça. Normalement, les Occidentaux, ce n'est pas programmé pour se retrouver en Afrique, hein, parce que, ou alors, c'est pour se retrouver en Afrique avec un air condescendant, avec un air supérieur. Parce que la plupart, très souvent, les Occidentaux que je croise n'ont pas du tout cette vision. Ils ont l'impression qu'ils sont envoyés civilisés, ils sont envoyés nous apprendre la vie. Ils viennent avec un être très, très supérieur, avec un être très sur d'eux. Ce sont les ignorants qu'il faut former, qu'il faut absolument transformer la façon de vivre. J'avoue qu'ils sont minoritaires, ces humanitaires, ces bénévoles, qu'ils vont modestement, qu'ils vont en se disant qu'ils, dans une expérience justement endogène, nous, on a, dans le schéma ethnocentriste d'impérialisme, il a été dit que les Africains, il faut leur apprendre tout. Quelqu'un a-t-il, un contemporain a d'ailleurs dit que l'Afrique n'est pas censée rentrer dans l'histoire et que peut-être qu'il va le faire, qu'il rentre dès à présent, mais bon, en commençant par la Hongrie. Bref, c'était une parenthèse pour dire que tout cela, il faut bien un départ. C'est d'abord une démarche individuelle. Je veux dire, c'est lié à votre, à vous, à ce que tu es toi-même en tant que personne. Comment est venu ce désir de s'engager pour l'autre et encore pour l'autre si loin, cet inconnu? Et en plus, ensuite, nous parlerons de cette Afrique. Moi, Votre Afrique. oui, j'ai toujours eu le ressenti qu'en France, enfin, être né en France, c'était finalement une grande chance. On a, on a justement l'éducation, on a l'accès aux soins, on a le chômage si on perd son travail. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses. Et ça fait assez longtemps que je me dis que j'ai tellement reçu que j'ai envie de donner. Et donner en France, ben, on peut toujours, bien sûr, mais il y a déjà tellement de choses qui sont faites que j'ai choisi d'aller donner dans des pays qui étaient vraiment beaucoup plus dans le besoin que nous. Mm. Comment tu as découvert l'Afrique? Moi, on va la faire à l'africaine. J'ai toujours tendance à dire vous, tu, mais bon, on va continuer tu. Moi, voilà, mais bon. En tout cas, comment tu as découvert l'Afrique? Comment te vient ton désir d'Afrique? Alors ça, je l'ignore. J'ai toujours eu, j'ai l'impression que j'ai un peu de sang africain qui coule dans mes veines. Ah oui. Peut-être que c'est d'en avoir beaucoup entendu parler étant enfant, un rêve un peu d'exotisme à la base, et puis un premier voyage plutôt en Afrique du Nord qui fait un petit peu se rendre compte de la situation, et puis entendu parler par des personnes de tous ces besoins.
et voilà, cette petite idée d'aller aider qui revient et puis qui finalement se réalise. Tu appartiens à un pays qui a un passé colonial, qui a colonisé l'Afrique. C'est un pays où il y a une exposition pas très longtemps à Vincennes, hein, où des hommes, voilà. Et un pays qui a quand même un inconscient collectif assez meublé par une idée de supériorité, qui par une idée de mépris. Qu'on le veuille ou non, je veux dire, il y a des gens, je sais que c'est pas leur faute, mais c'est aussi l'inconscient, c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est un héritage et il faut aussi du temps pour enlever dans la tête des blancs qui ne sont pas les supérieurs, qui sont des hommes comme les autres, c'est pas évident. Comment on arrive à se défaire de cette idée d'être supérieur que l'on ressent chez beaucoup de blancs, à leur insu d'ailleurs, hein, c'est pas forcément parce qu'ils sont racistes, c'est parce que on hérite d'un certain corpus idéologique, d'un certain rapport au monde, non? Bah, je pense que déjà dans ma vie quotidienne, j'ai pas du tout l'impression d'être supérieure à qui que ce soit. Enfin, quand j'étais dans le monde du travail, c'est pareil, je vois pas pourquoi la femme, j'aurais été supérieure à la femme de ménage parce que j'étais comptable. Enfin, je vois pas la supériorité, où on peut trouver la supériorité d'un être humain sur un autre. Alors après, la couleur de peau, ça change rien. Il y a pas de raison de se croire, enfin, de se sentir supérieur pour moi. On est tous un peu. Du coup, ça va être assez triste pour toi lorsque tu te retrouves en Afrique et que des Africains se pensent inférieurs à toi. Oui, mais justement, on passe du temps à leur expliquer que non, on n'est pas du tout supérieur. C'est vrai que on a la possibilité de venir, de les aider, euh, mais c'est pas le fait d'être supérieur, c'est le fait d'être né ailleurs où on nous a donné cette possibilité. Et justement qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils sont, ils sont autant que nous. C'est juste qu'ils n'ont pas eu accès à tout ça, quoi, à toute cette éducation, à tout ce. Surtout ils n'ont pas le vent en poupe. Je veux dire qu'ils ne sont pas avantagés sur le modèle qui domine en ce moment, en effet. Parce qu'il suffit de changer de modèle et c'est l'Afrique ou bien l'Amérique latine, j'en sais rien, qui devient qui devient, oui, justement, le modèle, qui devient l'exemple à suivre. Je veux dire que c'est simplement qu'il y a un modèle hégémonique qui ne correspond pas exactement au canon éducatif, aux valeurs qui sont de l'Afrique. C'est comme j'expliquais à une personne, dit, mais tu as certainement des difficultés à rentrer dans une grande école, ce n'est pas parce que tu es moins intelligent, c'est simplement que les matières, la façon qu'on construit l'examen, et ce n'est pas fait pour quelqu'un qui a ton type d'éducation, qui a la même culture que toi. C'est fait pour des gens qu'on veut privilégier, c'est-à-dire à qui, voilà, qui on sont éduqués d'une certaine manière, avec un certain contenu. Bref, ce que je voudrais dire, Marie Crouzet, une que tu dois connaître très bien, qui la fille de l'autre, elle dit Oui. bien, les Africains ont aussi bien des choses à apprendre aux Blancs. La richesse, c'est le partage. Justement, c'est ce qui me fait penser, c'est que il est important que les Africains comprennent. Et ça, moi-même, j'espère que toi, en tant que blanche, tu vas réussir à leur faire comprendre ça. Moi, en tant que noir, j'ai du mal à leur faire comprendre. Et comme je le dis, il ne s'agit pas juste d'une attitude revendicative ou vindicative. Non, c'est simple, c'est vraiment au fond de soi de concevoir qu'on a quelque chose à donner. Et cette chose-là, il faut déjà l'aimer, développer, chérir. Il ne s'agit pas juste de donner du vent ou de la parole. Et c'est ça. Le problème, c'est que nous sommes, les personnes que tu vas rencontrer certainement, sont à peu près sûres qu'ils n'ont rien à apporter au monde, que les Blancs ont tout fait. Parce qu'on les a maintenus dans cette idée, en fait, malheureusement. Et moi, j'ai constaté sur place que certaines personnes qui ont décidé de vivre en Afrique continuent à avoir une attitude un peu dominante.
Que certaines personnes, pardon, je n'ai pas très bien compris. Qui ont choisi de vivre en Afrique, des expatriés, ont parfois continuent à avoir cette attitude un peu dominante. Oui. Merci. Très bien. On va y arriver. Même si on n'aura pas le temps d'aborder tous les aspects aujourd'hui, on y reviendra. Comme on dit chez moi à Banganté, tu m'intéresses. Tu m'intéresses. On a beaucoup de choses à se dire, Sylvie. Donc, justement, il y a ces suppôts, ces colons nouveaux, effectivement, ces gens qui aiment l'Afrique. Et d'ailleurs, on peut les retrouver aussi dans les salons parisiens, londoniens ou new-yorkais, peu importe, ces gens qui, ou dans les télévisions, qui vous parlent de l'Afrique alors qu'ils n'ont jamais fait un son en Afrique. Ils vous parlent de l'Afrique comme si personne d'autre, même pas un Africain, n'a. D'ailleurs, souvent, les Africains, on va encore se renseigner. Il y a d'ailleurs parmi tout cela un complexe qui me dérange, c'est-à-dire que une information n'est valable que lorsqu'une grande chaîne occidentale l'a donnée. Je trouve ça d'une tristesse absolue. C'est-à-dire que toujours notre référentiel, c'est par rapport à l'autre. Et le pire, donc, ce sont ces gens que tu viens de décrire qui s'installent en Afrique. Ils sont des Occidentaux. Et on croirait, quand ils reviennent en Europe, on croirait par exemple que ce sont ceux-là qui peuvent être les meilleurs ambassadeurs d'expliquer la complexité des choses, la variété, la richesse des rencontres. Non, ils y vont en tant que colons. Et d'ailleurs, ils ne sont qu'entre eux. Et c'est pour cela que je me posais la question, à quoi sert un voyage si c'est pour vivre comme là où on était avant ou alors c'est pour revenir tel qu'on était? Comment tu trouves ça? Ben, moi, j'ai quelque temps été une mauvaise voyageuse. C'est-à-dire que moi aussi, j'allais dans les hôtels et puis je prenais un bus qui m'emmenait visiter certains lieux et je passais complètement à côté du pays. Et c'est vrai que quand on découvre l'humanitaire, donc comme tu disais, à un petit niveau, c'est-à-dire pas dans ces grandes ONG, mais nous, on loge chez l'habitant, c'est la même vie que lui, on mange à sa table, on fait aucune différence pour nous. Et là, on découvre vraiment un pays, on découvre ben, leurs souffrances aussi, parce qu'ils ne vont pas les exprimer autrement. Et ils sont extrêmement touchants dans dans leurs besoins, dans leurs attentes, dans, dans leurs constats. Et c'est vrai que tous ces, finalement, tous, fait une certaine catégorie d'Européens qui sont là-bas vont dans les magasins pour Européens, dans les bars pour Européens, et ne côtoient pas du tout la population, sauf les gens un peu haut placés, quoi. Et c'est dommage. Comment on va faire pour s'en sortir, pour finir avec cette approche très coloniale, très méprisante, très condescendante? Comment on va faire? Il y a un travail à faire des deux côtés. C'est déjà arrêter Oui. de dire, de faire croire aux Blancs qu'ils sont supérieurs, et ça dès le plus jeune âge. Et puis de l'autre côté, à leur faire arriver, à leur faire comprendre. Alors, toute une génération, c'est peut-être un peu tard, mais la jeune génération, arriver à leur faire comprendre que ben, ils sont pas du tout en dessous de nous, ils sont pas du tout. Il faut qu'ils aient, surtout qu'ils prennent confiance en eux, qu'on arrête de leur dire qu'ils sont pas capables. Il faut au contraire leur, leur dire, mais allez-y, levez-vous, quoi. Vous êtes des millions, vous êtes capables. Cet ingénieur-là, pourquoi il est blanc? Formez les vôtres, et puis c'est eux qui vont travailler chez vous et développer votre pays. Le problème, c'est que les meilleurs ingénieurs noirs, ils vont travailler dans les industries blanches, occidentales. Ouais. Le problème, c'est que on est dans une société pour montrer qu'on est évolué, pour montrer qu'on a réussi, dans une société élitiste, héritière de la colonisation, pour montrer qu'on est quelqu'un de grand. C'est parce qu'on travaille dans une grande organisation occidentale.
C'est parce que on va donner le nom d'une grosse entreprise occidentale. C'est parce qu'on travaille dans une grande radio occidentale. C'est-à-dire que j'ai toujours pris l'exemple. Si j'ai dit à quelqu'un que je travaille pour Radio Mundjumba, il va me regarder comme un rien. Si je lui dis j'ai travaillé un peu pour RFI, il va dire ah ouais. Et c'est là le problème. Pourquoi nos talents vont servir aux autres pendant que les autres sont chez nous pour utiliser ces mêmes talents? Je veux dire que d'où le défi éducatif que nous évoquions tout à l'heure. La question de l'éducation qui consiste à faire comprendre aux gens que vous avez de la valeur, mais pas juste par des paroles, pas juste par de la revendication, par la prise en conscience, par la métabolisation de cette pensée-là. Oui, parce qu'il faut qu'ils apprennent à croire en leur réussite, il faut qu'ils se rendent compte quand ils vont à l'école, ben, qu'ils réussissent, qu'ils arrivent à apprendre, que... Parce que, enfin, je sais pas, on peut pas apprendre à lire dans une classe où il y a 100 enfants, quoi. Alors maintenant, avec le Covid, il n'y en a plus que 50, mais enfin bon, c'est des choses qu'on voit pas chez nous. Et voilà, donc ils vont être en situation d'échec quasiment dès le CP. Et comme les adultes sont aussi dans ce schéma d'échec et d'infériorité, ben, les enfants n'arrivent pas à s'en sortir. Donc il Est-ce faudrait... que, oui, est-ce que Sylvie, il ne faudrait pas aussi former les gens par rapport à leur propre environnement, pas avec les critères occidentaux? Ah ben complètement. C'est-à-dire que apprendre aux enfants très tôt à transformer le réel de leur propre environnement, est-ce que ce n'est pas là le problème? C'est-à-dire que si vous allez à l'école pour qu'on vous apprenne l'histoire des autres, la géographie des autres, l'art des autres, la technique des autres, vous ne savez pas que l'école sert à transformer votre vie tout de suite, maintenant, dans votre environnement. C'est un peu comme cette émission. Moi, je dis, si en 1 heure, cette émission n'apporte rien à la personne qui écoute, c'est pas la peine. Ne écoutez pas. Vraiment pas. Il faut que ce que nous apprenons puisse influer, puisse avoir un impact sur notre vie et sur notre environnement tout de suite. On passe le temps, est-ce que ce n'est pas votre expérience, on va en parler, ça notamment, c'est au Cameroun, au sud du Cameroun, c'est ça? C'est là, la ville que vous connaissez, non? Oui, enfin, j'ai fait une fois au sud de Yaoundé et cette année à Douala. Ah, Et, d'accord. Au et sud de Yaoundé, une année au c'est Burkina Faso. Mm. 1 année au Burkina Faso. Au sud de Yaoundé, c'est quoi? Balmayo, ça s'appelle? Balmayo, oui. Mm. Balmayo. Et puis, Burkina, c'était à Ouagadougou. Non, j'étais à Niou, un petit village à une soixantaine de kilomètres de Ouagadougou. Mm. Ah, vous n'êtes vraiment pas snob, hein? Vous cherchez que les petits villages en haut. Si on reste dans les villes, on rencontre pas la vraie Afrique, les vrais besoins des gens. Il, il faut On reste partir. en ville, on ne connaît pas la vraie Afrique. Je le dis d'ailleurs aux copains qui vivent dans les métropoles occidentales, très souvent, les Noirs. Moi, je leur dis, les Africains, dis, c'est dommage que vous vivez dans des grandes métropoles. Lorsque vous allez en vacances, lorsque vous allez chez vous ou dans votre pays pour quelques mois, je trouve dommage, vous vivez en ville. Vous avez déjà l'habitude de vivre dans des grandes métropoles, c'est-à-dire que vous ne rencontrez pas le pays. Pourquoi vous ne voulez pas aller au village? Vous allez d'abord être mieux reposé, mais vous allez être au contact de la vie réelle, au contact de la nature, au contact, j'allais dire, des vrais gens. Parce que dans les milieux urbains en Afrique, pour moi, c'est encore un microcosme parfois très occidentalisé, Ben, non? complètement. Ben, oui, parce que de toute façon, tout ce qui est ben, les meilleurs hôtels, entre guillemets, c'est des chaînes occidentales. Les ouais, restaurants, c'est pareil. À Douala, c'est un restaurant tenu par un chef français. En fait, c'est vrai qu'on sort pas de... Si on reste dans les capitales, on sort pas de notre milieu et puis on se rend pas compte parce que c'est un peu aseptisé, alors que la vraie Afrique, ça l'est pas du tout. Il
sais pas comment dire, les gens qui vivent vraiment dans la brousse, qui n'ont pas l'eau, pas l'électricité. Enfin, l'année dernière, j'ai vécu 4 semaines comme ça. Il faut aller chercher l'eau tous les jours à 500-600 mètres. Enfin, là, on se rend compte vraiment que de la difficulté de vivre dans le pays, de la difficulté même pour les enfants. Il y a des enfants qui vont chercher, avant d'aller à l'école, qui sont déjà allés chercher des seaux d'eau et les nôtres, c'est pas comme ça. On les fait déjeuner bien au chaud, on les habille, on les envoie à l'école. T'as C'est appris à porter l'eau sur la tête ou pas? Non, moi j'ai pas appris. Je l'ai porté. J'ai aidé la famille, mais pas sur la tête. Je portais les bidons à bout de bras. Oui, c'est pas facile, c'est toute une expérience. C'était juste pour le Ouais. savoir. Nous, on sait le faire parce qu'on a grandi justement comme ça. On allait chercher de l'eau avant d'aller à l'école et voilà, on travaillait et ainsi de suite. Donc, avant d'aller plus loin, Sylvie, justement, j'ai sous-titré ce programme Et si les Africains solidarisaient? C'est-à-dire que toi, en tant que humanitaire bénévole, tu, c'est l'appel de la solidarité. Ce n'est pas la charité. Parce que je voudrais qu'on fasse une différence entre l'idée de vouloir aider les gens par charité parce qu'on est bon, parce qu'on est gentil, et l'idée d'aider parce qu'on solidarise, on mutualise, on apporte une expérience, on va s'enrichir d'une autre expérience. C'est des démarches très, très différentes. Et avant de comprendre ton parcours, déjà très rapidement, est-ce que tu as le sentiment que les Africains sont solidaires? Oui. Ah Oui, bon, oui. moi, je croirais pas. Je dirais peut-être moi, je Ben, suis moins d'accord quoi. moi j'ai vu par exemple dans un bidonville de Douala une dame qui s'est retrouvée veuve et qui du coup est logée par un de ses voisins. Mm. Euh, oui, je pense c'est pareil. Dans un village, il y a toujours, si on manque d'un outil ou de quelque chose, il y a toujours le voisin qui va être là, qui va aider. Enfin, moi, il m'a semblé qu'il y avait une certaine solidarité. Oui. Probablement, donc, peut-être que cette solidarité primaire, mais d'où vient-il que les Africains ne se soutiennent pas pour porter ensemble des projets? Si c'est juste cette solidarité humaniste sur le quotidien, sur des petites choses, mais solidariser, c'est se projeter ensemble, collectivement, vers demain. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le fait d'être attentif les uns aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Mhm. Oui, comme construire un puits Solidariser, c'est plusieurs. pas seulement la Mhm. gentillesse, la bonté. Comme dans mon village, par exemple, ce que nous appelons les bounons. Les bounons. Peut-être que tu l'as connu à Balmayo. Les gens, ça c'est chez Anastasia Pines, que je salue très bien d'ailleurs, qui est avec nous en ligne. C'est notre responsable, c'est notre expert en nutrition qui nous accompagne très bien sur notre bien-être ici. Je salue aussi Augustine Lacot qui est avec nous. Germaine Chantal, bonsoir et bienvenue. Je disais, chez moi, à Bangantan, on parle de Bounon. Bounon, c'est une mutuelle. Les gens s'organisent et vont tour à tour dans le champ de l'un puis de l'autre. Ce n'est pas de la gentillesse. C'est simplement parce qu'on sait qu'il faut faire ensemble. Et que si nous faisons ensemble, nous allons aller plus loin et nous allons nous projeter dans la vie de façon collective. C'est-à-dire que l'individu trouve son plein épanouissement dans le collectif. Mais il n'est pas noyé dans le collectif parce que chacun a son champ. Et il y a des jours où on ne va que dans, oui, va qu'à ses propres occupations, donc dans son champ. Mais il y a des jours où on fait le tour du village. On va le bout, on se déplace chez l'un, chez l'autre, ainsi de suite. C'est cette possibilité de construire un projet ensemble. Est-ce que toi qui arrives, est-ce que tu as l'impression que ça existe véritablement? Moi, je ne parle pas de cette gentillesse parce que nous autres, en tout cas, nous autres, avec un peu de recul, moi, en l'occurrence, je l'assume, j'ai parfois le sentiment que les Occidentaux sont plus solidaires que les Africains. Parce que si vous regardez la solidarité du point de vue du que, oh, je l'ai vu les tomber, je dis, ouais, pas moi, lève-toi, prends, j'ai un peu de trucs, prends, prends, mange. Ça, c'est rien. Offrir une bière à quelqu'un, c'est pas la solidarité, c'est ce que je veux dire.
Manger un repas ensemble, c'est pas la solidarité, c'est pas ça. C'est de la fraternité, si vous voulez, c'est de la charité. Mais la solidarité, c'est ce que les Occidentaux font. C'est-à-dire, ils savent où sont leurs intérêts et ils s'organisent ensemble pour défendre leurs intérêts. Est-ce que vous avez le sentiment que les Africains que vous allez rencontrer dans les communautés, est-ce que vous avez est-ce que tu as remarqué, est-ce que qu'ils ont cette conscience d'un avenir commun et pour lequel ils doivent se battre collectivement? Dans une nouvelle génération, nous, par exemple, nous avons rencontré à Banga des jeunes qui sont conscients qu'il leur faut Où ça, à Banga? à Banga, oui, Oui, je connais bien Banga, oui. voilà. Je salue les habitants de Banga qui peuvent nous écouter. Et ceux qui font Samba d'ailleurs aussi. Ils se sont rendus compte que seuls, ils ne pouvaient pas acheter le matériel dont ils avaient besoin, notamment pour Mhm. extraire l'huile de palme. Et donc, ils sont en train de monter une association pour y arriver, pour acquérir ce matériel qui servira à une dizaine d'agriculteurs à la fois. Donc, je pense qu'il y a une conscience qui est en train d'arriver là-dessus. Ils se rendent, parce que longtemps, ils ont cru qu'ils n'auraient jamais accès à tout ça. Et maintenant, ils commencent à se rendre compte que, en étant à plusieurs, ils pourront y avoir accès. Et il faut pas qu'ils aillent trop loin parce qu'ils arriveront à l'individualisme après. Mais si ça s'arrête là, c'est bien. Je pense qu'il y a une prise de conscience là-dessus, oui. Tu le ressens comme ça au contact des gens, qu'il y a une prise de conscience de cette nécessité de solidariser, de mutualiser les forces, c'est ça? En tout cas, c'est l'expérience que nous avons eue cette année avec ce groupe de personnes, oui, qui avaient bien pris conscience. Après, il y a également des coopératives de vente de produits qui s'organisent, c'est-à-dire c'est plus la personne qui va au marché vendre ses quelques fruits et légumes, mais il y a quelqu'un qui vient, qui récupère et qui va vendre plus en gros sur Yaoundé ou Douala et du coup les prix sont un petit peu meilleurs et il y a plus ce stress de se dire je vais pas arriver à écouler ma production. Justement, est-ce que, comme dit Annie Choco, que je salue, qui nous rejoint aussi, est-ce que dans vos échanges, dans vos formations, vous leur apprenez justement cette nécessité de mieux s'organiser en réseau comme en Europe? Parce que nous avons aussi une vision erronée de l'Europe. C'est-à-dire qu'en Afrique, très souvent, nous avons l'idée du self-made man à l'américaine, ce qui est faux, totalement faux. Il n'existe pas l'homme qui se fait tout seul aux États-Unis. C'est faux, absolument, ça appuie toujours sur un réseau. C'est des cooptations. Ce sont des gens qui se soutiennent pour qu'on y arrive. En Europe, on s'organise en réseau, en syndicat, en coopérative, en tout ce qu'on veut, mais il n'y a personne qui s'engage tout seul, que ce sont des paysans, ils mutualisent. Est-ce que vous apprenez cela pour que les Africains, en fait, les personnes que vous rencontrez comprennent que non, les Blancs, ce n'est jamais tout seul. C'est-à-dire que cette fausse idée de l'individualisme vendu par le capitalisme triomphant n'existe pas en réalité. Ouais. Alors, j'ai envie de dire que dans les campagnes, ils en sont même pas là, quoi. Ils sont tellement dans la survie que pour l'instant, ils n'ont pas pensé en fait à tout ça. L'idée leur vient quand, ben, par exemple, c'est le chef du village qui va l'évoquer en disant ben, ce serait bien un puits pour tout le village, ce serait bien une machine pour tout le village. Euh, non, l'idée leur vient pas encore, c'est pas du tout un automatisme. On va parler de ton premier contact avec l'Afrique. Mais avant de parler de ton premier contact, je voudrais quand même encore rester sur une approche synoptique et dire que est-ce que tu te rends pas compte que c'est un beau gâchis l'Afrique? C'est-à-dire qu'il y a de quoi ne pas avoir tous ces gens pauvres dans les campagnes. C'est-à-dire toute cette description des gens dans un dénuement extrême. On est dans des pays, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Burkina, que ce soit n'importe où.
est-ce que il n'y a pas un manque de leadership, justement un chef de village, comme ça en est le cas, ou alors un chef d'État, bon, oublions même ce niveau macro, sociétal, pour dire que, est-ce que ce n'est pas surtout parce qu'il y a une mauvaise gestion des ressources humaines, aussi bien des ressources locales, je voudrais dire, aussi bien des ressources humaines que des ressources naturelles, matérielles, tout ce qu'on veut. Alors, effectivement, on se rend rapidement compte que normalement, ils auraient tout ce qu'il faut pour bien aller. Une terre où tout pousse, enfin, tout le monde devrait arriver à s'en sortir. Mais ils ont je sais pas comment dire, ils pensent pas au lendemain. On a rencontré par exemple un monsieur qui nous a dit, moi j'ai un réfrigérateur, mais je vais m'en séparer, je m'en sers pas parce que j'achète au jour le jour. Ce que j'ai gagné aujourd'hui, je le dépense demain et, et il n'anticipe pas. Donc, ils ressentent pas le besoin. S'ils ont assez pour demain, ça leur suffit. C'est tout, enfin, c'est tout un travail à faire là-dessus, quoi. Essayer de leur dire que bah, s'ils gagnent un petit peu plus, ils pourront mettre un peu de côté. Le jour où un enfant est malade, ils n'ont pas de quoi le soigner. Voilà. Et nous, on est payé tous les mois, donc on raisonne différemment de quelqu'un qui va toucher tous les jours un petit quelque chose et qui, je sais pas trop comment l'expliquer, mais ouais, il y a tout ce côté-là à faire évoluer aussi, quoi. Alors, la première fois où tu arrives en Afrique, jeune occidental, je ne sais pas à quel âge tu es arrivé en Afrique. En tout cas, le premier contact réel avec l'Afrique, c'est quoi? Comment ça se passe? Le premier contact, ça a été l'Afrique du Nord, ça a été en hôtel club. Qui est déjà un peu différent, hein, qui est différent quand même hein, de l'Afrique subsaharienne, on est d'accord. Voilà. Après, le premier, un des vrais contacts, ça a été un voyage au Sénégal. Mais bon, toujours un peu dans des hôtels. Mais déjà une prise de conscience un peu plus importante des problèmes qu'on pouvait voir en Afrique. Du manque d'eau, du grand manque d'infrastructures. Et puis après, il y a eu ben, la première mission au Burkina Faso. Et là, En effet, c'est... tu es allé en Afrique en touriste au départ. Oui, C'est en étant en Afrique que tu as compris qu'il y avait peut-être besoin de toi pour autre chose que du tourisme et des photos, souvenirs. D'un côté, on comprend ça et d'un autre côté, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que dans mon hôtel et sur ma plage privée, je vois rien. Je connais pas du tout le pays. J'ai juste profité et je suis finalement un profiteur de plus de l'Afrique et ça, j'en voulais plus. Je voulais voyager vraiment différemment et être avec les gens. Je préfère passer 4 semaines dans la brousse, dans une famille, à l'aider à vivre avec eux que... Est-ce que les autres blancs, les autres qui viennent comme ça, voilà, profiter de l'Afrique, ils ont raison, tant qu'ils ne veulent pas. En tout cas, ils viennent profiter de la plage, de ce qu'ils veulent. Moi, je ne reproche rien à personne. Hein. Mais je veux simplement savoir si ces personnes ont compris ta démarche. Ils ne sont pas dit, mais qu'est-ce qui lui arrive tu vas perdre ton temps, pourquoi tu ne veux pas profiter ta vie, non? Il y a toujours des gens qui disent que de toute façon ça sert à rien. Enfin, j'ai entendu l'exemple du puits et quand on revient 2 ans après, tout est en panne. Ça, on me l'a cité je sais pas combien de fois. Mais bah, moi, je vais citer un exemple que donc j'ai rencontré cette année. L'année dernière, j'ai rencontré, enfin, dans la famille où nous étions, il y a une petite fille qui était en CE2 et qui ne maîtrisait alors pas du tout la lecture. J'ai essayé de l'aider, je suis allée lui acheter un livre et Mhm. ma foi, quand je suis repartie, elle savait toujours pas forcément lire. Et quand je suis arrivée cette année pour aller la voir, la maman, c'est la première chose qu'elle m'a dit, elle me dit, ça y est, la douce sait lire.
Et je me suis dit que bah, même s'il n'y en a qu'une, mais celle-là, je l'ai aidée et je pense lui ouvrir un avenir un peu meilleur. Et si on était beaucoup plus nombreux à faire ça, ça serait bien. Tu veux donc nous apprendre qu'on ne change pas le monde avec un coup de baguette magique. Non. On change le monde par des petits bouts, ce qui est à notre portée, et que chacun qui nous écoute là, maintenant, ce soir, à cet instant, ce matin, est capable de faire quelque chose de précis pour que le monde change en sortant de chez lui. Tout à fait, tout à fait. Enfin, nous, donc cette année, on est parti, on était 5 personnes, on avait un budget qui était vraiment pas important du tout, et on a travaillé une semaine et demie avec le foyer APK 24, donc c'est des enfants Ça, des c'est à rues. Douala, au Cameroun. Ouais, à Douala, oui. C'est des enfants des rues qui sont recueillis, aidés. Et on se rend compte que déjà, simplement, pour eux, le fait qu'on soit venu, qu'on passe du temps avec eux, déjà, c'est extrêmement important. Ils nous disent, mais tu es venu pour nous et ils en reviennent pas. Après, par exemple, on a passé avec des collègues 3 quarts d'heure avec un petit jeune qui comprenait pas ses mathématiques et au bout de 3 quarts d'heure, le dernier exercice, il l'a fait tout seul. C'est pas grand-chose, mais c'est des petits. Peut-être qu'il aura plus confiance en lui maintenant et qu'il va. On leur a expliqué que c'était la régularité qui allait payer dans leurs études. Après, avec les petits moyens qu'on avait, ben, à ce foyer, ça va leur permettre d'acheter des cochons. C'est des choses dont ils ont besoin pour leur travail. Ça va les nourrir, ça va. Donc voilà, on a fait quelques paquets cadeaux en France pour pouvoir apporter ça à des jeunes qui en avaient vraiment besoin. Et ben, déjà, ouais, je trouve que c'est important. C'est petit, mais important quand même. Je t'ai dit, moi, je suis contre l'humanitaire des grandes organisations parce Moi que je aussi. trouve, pour moi, ce sont des outils impérialistes, ce sont des outils de domination et surtout, ça sert à gérer des flux, à gérer du fric, à gérer des organisations avec des PCA, avec des, voilà, c'est des gros salaires, de tout ce qu'on veut. Moi, je crois un peu plus à cette approche qui consiste à faire des petites choses, des micro-projets qui ont un impact réel et dont on voit cette transformation silencieuse chez les personnes. Et pour cela, je voudrais te demander, il y a beaucoup de gens comme moi ou d'autres hein, qui vivent d'ailleurs pour la plupart en Occident. J'ai me suis souvent demandé si le fait d'envoyer de l'argent aux gens dans les campagnes, dans les villages, est-ce que ça aide véritablement les gens? Est-ce que c'est pas mieux de venir avec la moitié de cet argent et être avec eux, vivre avec eux? Est-ce que ça n'a pas plus de sens que d'envoyer de l'argent qui est d'ailleurs parfois mal utilisé? La preuve, l'argent des grandes organisations non gouvernementales, des grandes ONG, tout ce que vous, ça ne nous sert à pas grand-chose, ça ne transforme pas le vécu, le réel des gens qui sont vraiment dans le besoin. Souvent, ça sert à enrichir ceux qui en ont déjà. Est-ce que, au lieu d'envoyer de l'argent, est-ce que ce n'est pas aussi la diaspora africaine dans une certaine façon de faire. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que la diaspora africaine ne fait pas des belles choses, font de très belles choses. Je les salue d'ailleurs. Mais ce que je voulais dire, quand même, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'introduire un peu plus de réflexion, un peu plus d'endogénéité dans les approches? Parce que d'une certaine manière, on reproduit, c'est-à-dire que les Noirs, eux aussi, reproduisent le schéma colonial par cette façon d'envoyer de l'aide ou de savoir ce qu'il faut, alors que ce sont les gens localement qui savent exactement ce qu'il leur faut et il faut être avec eux pour connaître, pour comprendre. Non? C'est exactement le but de notre association, parce que les 2 premières fois, moi je suis partie avec d'autres associations, j'ai constaté que l'argent n'était pas forcément dépensé à bon escient, d'où le fait de créer la nôtre pour justement, même si on n'a pas beaucoup, mais on va acheter enfin,
leur proposer des choses dont ils ont vraiment besoin. C'est-à-dire sur place, on va constater, discuter avec eux et acheter dans la limite de ce qu'on peut, quoi. Mais, et puis il y a le fait que ils sont vraiment très reconnaissants qu'on se soit déplacé pour eux, que ça apporte plus de valeur que recevoir, oui, de l'argent par Western Union, c'est sûr. Donc, peut-être que tu vas me le confirmer, hein. Moi, je suis, quand je le dis parfois, c'est peut-être parce que je suis pauvre. On me dit, c'est peut-être parce que j'ai pas de l'argent, beaucoup d'argent à donner. C'est pour ça que je dis que l'argent n'est pas la chose principale dans une relation d'aide, dans une relation de soutien, dans une relation de partage, dans ce type de rapport. C'est la présence, parce que ce que nous échangeons, la parole. C'est pour ça que ceux qui sont des chrétiens, ils ont ce truc et ils disent et le verbe s'est fait chair, parce que c'est le verbe, la parole est vie. Parler, vivre avec les gens, c'est vraiment plus important que de leur donner quelque chose. Est-ce que je me trompe? Ah non, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'au début, ils ont tendance à nous considérer comme un portefeuille. Très bien, Et c'est puis, intéressant. quand on commence à discuter et tout, qu'ils comprennent nos motivations, c'est là où ils nous disent, mais vraiment, vous êtes venus pour nous aider, ils en reviennent pas. Et qu'on prenne le râteau avec eux et qu'on cloue les planches avec eux, c'est... Après, ils se rendent compte et ils sont vraiment contents, c'est sûr. Pour ceux qui nous écoutent, vous avez très bien compris. Moi, avec des amis, nous avons expérimenté une approche éducative comme celle-là auprès des enfants de la rue à Douala, hein. On a beaucoup travaillé avec des jeunes, un peu moins jeunes, au marché Sandaga, à Aqua, à New Bell. On a organisé le festival là dans la rue pendant plusieurs années, mais ce sont les locaux, c'est encore qui nous ont découragés, on n'a pas fait, parce que nous croyons en cette idée de ne pas venir avec des choses. Au départ, c'est bien sûr difficile parce que c'est une approche qu'on ne privilégie pas, qu'on ne connaît même pas. Ils vous attendent parce que beaucoup d'organisations viennent et leur donnent des petites choses et c'était très, très difficile. Sauf que ça fonctionnait et les gens sont intelligents. C'est-à-dire que les personnes que vous venez aider sont suffisamment intelligents pour savoir ce qui est bon pour eux, pour savoir si vous êtes authentique, si vous venez vraiment les aider à être un meilleur eux-mêmes, ils le ressentent. Passer cette première barrière difficile, effectivement, où vous allez résister pour ne pas faire comme les autres, donner, donner, qui en fait, c'est tout ce que l'Occident passe le temps à faire, nous donner, nous endetter, nous garder dans une situation, nous infantiliser, et nous aussi, nous reproduisons ce même schéma, alors que non, ils ont surtout besoin de lire dans notre regard qu'ils sont aussi des êtres dignes. Peut-être c'est ce que finalement, vous allez, par votre présence dans la simplicité, vous leur apprenez à comprendre que le blanc n'est pas un dieu, que le blanc n'est pas un être spécial, que le blanc est juste un autre eux-mêmes. C'est tout à fait ça, tout à fait l'image qu'on cherche à donner justement, que le blanc, c'est pas de l'argent, des cadeaux, c'est voilà une personne toute simple comme eux, qui va manier la pelle et la pioche et faire avancer le projet avec eux. Ces enfants, ces personnes ne sont pas surprises. Comment ils réagissent justement quand ils voient une blanche ou un blanc manier la pelle? Parce que chez nous, c'est le mecat. Souvent, dans le langage courant, on dit chez nous, quand c'est un mecat, quand celui qui ne fait rien, qui ne se salit pas, on l'appelle un mecat, c'est-à-dire c'est le blanc. Et les autres, avec Nassara. Donc, ce sont comment ils font, comment réagissent quand ils vous voient mettre la main au cambouis, faire avec. Est-ce que, à travers cela, vous réussissez à leur faire comprendre que dans votre pays, dans d'autres lieux, il existe des gens aussi pauvres qu'eux et que ce n'est pas congénital, je vais dire, c'est surtout encore pire lié à la couleur de peau, le fait d'être noir, d'être pauvre, je veux dire.
Au début, ils ont un peu de mal à l'accepter, tendance à nous... Déjà, ils n'arrivent pas à comprendre qu'une femme puisse porter son sac à dos. Ils laissent les leurs porter l'eau, mais nous, quand on a un sac à dos, ils comprennent pas, ils veulent nous le prendre. Ils croient toujours qu'on va pas y arriver, ils nous enlèvent Ah, les pour outils. vous aider, en fait. Oui, oui, oui. Ils veulent pas. Au départ, ils veulent pas, ils comprennent pas on peut aller travailler au champ avec eux et tout. Et après, ils se rendent compte, et puis on discute, et puis on y va ensemble, et voilà, et tout se passe bien. Mais au départ, c'est un peu compliqué. Et comment vous réussissez? À quel moment ça bascule? À quel moment? Et qu'est-ce qu'ils disent après? À quel moment ça change? Vous avez l'impression que ça change. Ça change petit à petit quand ils se rendent compte que déjà qu'on accepte la vie avec eux, sans eau, sans électricité. Alors déjà ça les surprend. Et puis, et puis dans la discussion, dans l'échange, en fait, on leur dit que ben non, de toute façon, chez nous, si on a quelque chose, c'est parce qu'on a travaillé, justement, que c'est une habitude hein, de travailler, il n'y a pas de, on n'a pas de souci avec ça et qu'on est venu pour ça. Alors, qu'est-ce que, parmi ces expériences, est-ce qu'il y a une chose qui t'a le plus marqué? S'il y avait une chose qui t'a le plus marqué, C'est dur. un souvenir, une expérience, une rencontre, une personne, une situation. Ben, je vais dire, c'est deux petites filles. La petite fille, donc dans la famille où je vivais l'année dernière, à qui j'ai réussi à donner le déclic pour apprendre à lire. Et puis, il y a une petite fille rencontrée cette année qui ne savait, qui ne savait pas sourire, qui, qui vivait dans une telle misère, un tel désarroi, elle n'avait plus sa maman. Et là, ça fait très mal parce qu'on se dit, là, concrètement, je ne peux rien faire. À part lui donner un livre mais elle n'a pas voulu qu'on la raccompagne jusque chez elle pour discuter avec le papa, elle avait peur. Euh, et voilà, ce qui est dur, c'est de la laisser de repartir et de la laisser comme ça. Parce qu'elle était venue où? Pour repartir, En elle est fait, venue dans... à PK 24, donc au foyer pour les Oui, enfants des rues, c'était le point d'accord. d'eau. C'était le point d'eau du quartier. Donc elle, Mhm. elle venait chercher de l'eau et c'était démesuré pour elle. On a voulu l'aider, mais elle avait peur. Voilà. Elle a quel âge? Elle a 8 ans, Elle a Marie. 8 ans. Et Ouais, vous ne l'avez jamais vue sourire. jamais. On lui a demandé de sourire pour une photo, elle ne sait pas sourire. Elle n'arrive pas. Elle ne sait pas Non, sourire. non. Et c'est très dur. Très dur, oui. Mm. Et face à une telle situation, vous vous sentez démunie, petite, Ben, impuissante. complètement démunis et puis se dire, ben, on sait en partant qu'on ne pourra pas aider tout le monde, Mm. mais on se dit, mince, pourquoi je peux pas? Alors bon, malgré tout, les frères et le prêtre qui s'occupe du centre, comme elles viennent régulièrement, ils font un petit peu attention à elles, ils vont essayer, eux, d'aller voir le papa. Mais voilà, c'est se dire qu'il y a elle et puis il y en a tellement d'autres qu'on peut pas aider, quoi. Repartir en les laissant, c'est pas évident. On n'est pas. Enfin, moi, je suis pas encore blindée. C'est la troisième mission, mais c'est toujours aussi difficile, oui. Mm.
Et comment donc, qu'est-ce que nous pouvons dire à ces personnes qui sont ces personnes locales? Je veux dire, pourquoi faut-il que des gens comme vous et d'autres veniez de loin pour faire ce travail que des gens localement pourraient faire et ne le font pas? Qu'est-ce qui se passe de votre point de vue? Il y a des gens qui le font malgré tout. On a rencontré des personnes qui travaillaient pour Caritas. Heureusement, heureusement, il y a Oui, des très belles personnes. Hein. Il faut pas, quand nous analysons, il ne faut pas non plus que. Moi, je ne suis pas du tout de ceux qui ont toujours une lecture complètement noire de la situation. Heureusement, il y a des gens qui font vivre le continent. Heureusement qu'il y a des anges sur ce continent qui portent des projets localement. Mais c'est parce qu'on parle d'un point de vue général. Nous sommes. Est-ce que c'est parce que on est tellement dans, euh, je vais dire, dans une forme de dénouement qui nous pousse à tellement être tourné vers notre nombril, ce que je vais manger demain, et qui fait qu'on ne regarde plus celui qui est autour de soi, on ne se pense plus utile à l'autre. c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Les gens sont tellement démunis que, de toute façon, je sais même pas s'ils auraient de quoi aider leurs Alors que prochains. c'est en mutualisant justement qu'on peut mieux s'en sortir. Ouais, mais ça, c'est pas. Faudra travailler là-dessus. Oui, pour l'instant, c'est pas encore acquis, c'est sûr. Mm. Nous allons bientôt conclure pour cette fois-ci. On va poursuivre notre entretien la prochaine fois. Nous n'allons pas être très longs, tout simplement parce que moi, je pourrais parler avec vous comme ça, avec toi, comme ça, pendant de très longues heures. Hein. Moi, je suis très friand de ce que je ne sais pas et de l'expérience des autres. J'aime bien ça. Et pour les amis qui vont nous regarder après, qui sont un peu paresseux, qui ne pourront pas regarder plus d'une heure de programme sans bâiller, sans se fatiguer, nous allons bientôt conclure et nous reviendrons, bien sûr, pour la suite. Et nous programmerons aussi une autre fois pour parler avec l'équipe, toute votre équipe, de cette expérience. Nous parlerons spécialement de l'expérience de PK24, c'est ça, ou de Ouagadougou, Oui. du Burkina Faso, je veux dire. Cette année, plutôt de Mbanga et PK24. Parce De que. Banga, en plus j'ai des gens en Banga, j'ai des amis en Banga. On parlera de Banga et de PK24 Ouais. et ce sera l'occasion de rencontrer donc ces autres personnes qui avec vous travaillent. Euh, Justement, Marie Crouzet, la fille de l'autre, dit avec beaucoup de raison que, en évoquant la pyramide de Maslow, c'est effectivement cela, c'est que il est parfois difficile de se tourner vers les autres quand les besoins primaires ne sont pas satisfaits. Justement, c'est vrai. C'est un petit peu ce que j'étais en train de dire, c'est que nous sommes tellement dans un état de fragilité que il est difficile effectivement de penser à l'autre. Et pourtant, je suis convaincu que c'est par le collectif, c'est par la solidarité que nous allons réussir à combler justement ces besoins primaires. Le problème, c'est aussi, Sylvie, c'est que ceux qui nous gouvernent, ce n'est pas leur problème. Ils ne connaissent pas véritablement nos réalités. Ce sont un peu comme les colons également. Ils ne connaissent pas véritablement notre réalité. Ils ont une façon de voir l'aide. Ils ont une approche de l'aide de l'Afrique. Ils connaissent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas vraiment ce que les gens vivent dans leur petit coin de village. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, je voudrais m'insurger contre cette référence qu'on fait des grands médias. C'est-à-dire que France 24, CNN, je sais pas moi quoi, RFI, TV5 et tout ça, on a l'impression que oui, ça, c'est la référence. C'est dommage parce qu'ils ne peuvent pas connaître la vie locale. C'est nous-mêmes, c'est dans les petites radios, ce sont ces gens qui doivent raconter le récit de la vie collective et porter des projets collectivement. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, nos dirigeants, comme ces grandes organisations non gouvernementales et ainsi de suite, ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas ce que nous vivons. Donc, il faut probablement que nous comprenions définitivement que nous ne pourrions marquer un bit manmans. En bangantais, ça dit que nous n'attendons personne en chemin. C'est à nous, il faut qu'on retrousse les manches, il faut qu'on se solidarise, il faut qu'on se donne la main
pour justement régler ces besoins primaires que personne d'autre ne pourra nous aider à résoudre. Est-ce que je me trompe? Ça peut effectivement être une des solutions Mm. pour s'en sortir ben, déjà dans la culture. Ben, nous, par exemple, à PK24, on s'est rendu compte que les jeunes faisaient leurs devoirs séparément, ils s'en sortaient pas très bien. Un soir, on est allé les aider et le fait qu'ils se rendent compte que une personne puisse en aider une autre. Après, il y a eu un exercice où ben, ils se sont aidés entre eux et voilà. Donc peut-être que la nouvelle génération va se rendre compte que oui, qu'avec l'entraide, ils vont mieux y arriver. Mais il y a trop de choses ancrées pour l'instant pour que ça se passe. Trop de, Comme quoi? c'est trop ancré dans leur tête, ben justement, qui savent pas, qui sauront pas, qui savent pas gérer, qui savent pas cultiver pour avoir un bon rendement. Euh, ouais, enfin, qui savent pas. En gros, ils ont l'impression que voilà, qui reproduisent des gestes archaïques et qui sauront pas évoluer. Et pourtant, ils sont confrontés à travers les téléphones portables et tout à un autre monde. Et les seuls qui se disent je vais y arriver, ben, souvent c'est par la délinquance. Ils n'ont pas l'impression qu'ils peuvent s'en sortir autrement et on essaye de leur expliquer que si. Et d'ailleurs, Marie disait tout à l'heure avec beaucoup de raison, euh, pourquoi le modèle occidental serait le modèle viable? Et je n'y crois pas d'ailleurs. Et parfois, j'ai envie de dire aux gens, j'ai envie de dire, mais foutez la paix aux Africains, laissez-les. Foutez la paix parce que j'ai l'impression qu'en laissant l'Afrique tranquille, l'Afrique s'en sortirait mieux. Ben, complètement. Mais le problème, c'est qu'ils veulent pas les laisser parce que en laissant l'Afrique tranquille, ils laisseraient les richesses à l'Afrique. Et ça, c'est Ils feraient croire aux Africains que par eux-mêmes, ils peuvent s'en sortir. Et comme le but, c'est justement de nous infantiliser, de nous laisser comprendre que par nos solutions ne sont pas les bonnes, ben voilà, on aura un peu de mal. Mm, mm. Anna, oui, pardon. Non, non, mais ça, c'est un plus vaste débat là-dessus, mais c'est vrai que euh, on- les Occidentaux maintiennent l'Afrique dans tous ces problèmes pour continuer à bénéficier de leur richesse et pour qu'ils se taisent, hein, c'est tout. Mais le jour où... Parce que bon, quand on discute séparément avec les gens, c'est vrai que beaucoup ont envie que ça bouge. Mais effectivement, il manque cette entraide, en fait. Notamment avec un jeune, qui avait un taxi, avec des jeunes agriculteurs. Ils sentent, ils voudraient, ils connaissent un autre monde et tout, mais ils se disent que c'est pas pour eux. Il y a Christiane Joly qui est très contente de retrouver Sylvie. Hein. Salut Sylvie. Je salue également Christelle du Christ qui est avec nous, Clara Tombo qui nous a rejoint et tous les autres. Je vous salue, ceux qui sont partis et ceux qui sont restés surtout. Partagez dans vos réseaux et puis réécoutez hein, si vous voulez, partagez avec d'autres personnes. Si vous êtes en désaccord avec ce que nous sommes en train de dire, ce serait un vrai bonheur pour nous de vous entendre dire le contraire. Nous sommes sur une plateforme de débat, d'échange, de mutualisation de savoir parce que nous avons compris que c'est la clé. L'éducation est la clé de cette histoire. Justement, quand Sylvie nous parle pour terminer ce programme, je vais dire, lorsqu'on se retrouve quand même en Afrique, parfois,
vous essuyez aussi le regard des gens qui vous regardent, qui vous voient comme étant les suppôts de cet impérialisme quand même. Oui, 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 oui. On a on- quelques fois, c'est assez rare, mais on peut dire qu'on subit également du racisme. Vous subissez du racisme aussi. On va en Oui, parler. Mais avant d'en parler, terminons avec cette remarque d'Anastasia Fines, c'est une fille de Balmayo d'ailleurs. Hein. Elle vit à Toulouse, c'est notre coach et santé et nutrition et bien-être, voilà, et qui nous dit qu'on leur demande dans les pays d'accueil, mais de s'intégrer, je crois, c'est ça, oui, mais la plupart des Occidentaux qui vivent en Afrique, ceux-là qui profitent des biens de l'Afrique vivent comme chez eux, ils transposent leurs us et coutumes dans nos pays, et le pire, c'est qu'on les envie et on copie ce mode de vie. Justement, ouais. il y a cette fâcheuse habitude de la plupart des Occidentaux, même ceux qui étaient des moins que rien dans leur pays, qui n'étaient même pas, qui s'en vont espérer avoir une vie un peu plus digne, ils en profitent pour faire les chefs, pour faire les patrons. C'est un petit peu ça. Le post dit Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Et donc, alors, besoin de dominer. Et puis, même celui qui n'était qu'un vaurien, excusez-moi, parce que très souvent c'est le cas, souvent ce sont les vauriens qui sont les plus embêtants, et il se retrouve à reproduire de façon violente un modèle de domination condescendante et très clivé. D'où peut-être cette contre-réaction raciste, mais on verra ça, on répondra dans un second temps. Mais justement, ça rejoint un petit peu ce que tu es en train de dire tout à l'heure, de ce que du comportement de certains Occidentaux en Afrique, contre lesquels tu t'insurges, bien évidemment. Ah oui, tout à fait. Enfin, par exemple, en Afrique, on sait qu'il faut marchander quand on achète quelque chose, mais il y a ceux qui marchandent, et puis moi j'ai vu un blanc, enfin j'ai estimé qu'il parlait mal à la vendeuse et la pauvre lui a cédé des avocats pour 3 fois rien, alors qu'il fallait quand même qu'elle gagne sa vie, cette personne. C'était pas du marchandage, c'était vraiment de la soumission, quoi. Enfin, puis plein de petits exemples comme ça. Et quand tu vis une scène comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Ça te donne pas envie de dire à la personne, mais vous remarquez votre comportement? Non. Ça donne très envie de le faire, mais on est dans un pays, enfin, on est un peu C'est seul pas dans un facile, pays. bien évidemment, Voilà, avec un seul dans inconnu. un pays là-bas. Lui, il fait partie d'une communauté de blancs. Si on commence à s'en prendre à quelqu'un, c'est un peu compliqué. Puis l'objectif enfin, l'humanitaire est justement pas censé entrer dans toutes ces considérations. Il vient dans un but et doit un petit peu laisser passer tout ça, quoi. Mm. Mais même si, à titre personnel, par contre, on le remarque et on n'apprécie pas du tout, et on trouve que ça contribue à entretenir cet état de fait que le blanc est supérieur. Justement, Christelle, qui nous dit en ligne, Xtel du CRIS, j'imagine que c'est Christelle. Je salue Jason d'ailleurs aussi, qui nous dit que ce lavage de cerveau est réel. Il faut un gros effort et une réelle volonté, une rééducation pour changer les mensonges qui sont rentrés dans nos cerveaux. Le maintien de l'Afrique sous le joug européen continuera si nos gouvernants ne font rien. Non, elle a absolument raison, Christelle, sauf à la fin. Elle dit si nos gouvernements ne font rien. Non. Complètement, ouais. C'est pour ça que je disais le... La fin, je ne suis pas d'accord. C'est la dernière phrase. Vous savez pourquoi? Tout est juste. Le maintien de l'Afrique sous le joug européen continuera si nos gouvernants ne font rien. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que je pense, c'est si toi, moi, ne faisons rien. Nos gouvernants ne feront rien. Ça les arrange, le système. Ça leur va. Donc, c'est nous. C'est justement pour ça que nous parlons de solidarité. C'est pour ça que c'est une transformation individuelle. C'est un choix
de changer de paradigme, c'est un choix d'avoir une approche éducative et de partager. Lorsque nous faisons aussi ce type de programme, c'est pour cela et nous comptons sur vous pour que vous vous intéressiez peut-être à ce que nous faisons et même si vous vous intéressez pas, de partager avec d'autres personnes qui trouveront peut-être des ressources pour se construire, pour se densifier sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel et même sur le plan identitaire. C'est tout ça, c'est très important. Vous avez vu dans la démarche de Sylvie, elle nous a dit comment cela est parfois très subtil, ça prend du temps, mais il faut le faire. Il faut jamais attendre que ce soit les autres, il faut tout de suite y aller soi-même. Pour terminer en se donnant, on va se donner rendez-vous la prochaine fois, mais avant de terminer, Sylvie, je voudrais quand même qu'on s'il y avait une chose, justement, peut-être en réaction à ce que Christelle vient de dire, s'il y avait une recommandation à faire à ceux qui nous écoutent, à faire, s'il y avait quelque chose à dire à l'Africain, aux jeunes Africains, une petite dernière chose, ce serait Ouais, quoi? bah déjà, je voudrais dire à tous les Européens, c'est allez-y, faites-le, même si vous avez l'impression que c'est pas beaucoup, pour eux, ça sera important. Et puis toute la jeunesse africaine, et ben, par tous les moyens, essayez de d'étudier, d'apprendre et prenez votre destin en main en réveillant tout ce peuple qui en a grand besoin et qui peut se réveiller et faire de grandes choses. Ayant été sur le terrain parmi les pauvres, les plus pauvres dans les villages, dans les lieux reculés, d'ailleurs, on aura l'occasion de parler de Banganté parce que tu es passé en Kounchouk, tu as rencontré la Reine Blanche. On n'a pas beaucoup de temps, on a beaucoup de choses à faire. C'est un carnet de voyage. On reviendra la prochaine fois parler de la rencontre avec cette femme un peu particulière. Je n'ai pas dit spécialement, juste un peu particulière, Un singulière. personnage. Un personnage, dit-elle. C'est vrai? Ah oui, En un oui. seul mot. Si on parlait de Tushen Mekat, c'est quoi? Ah, juste une phrase, un mot pour nous parler. En dehors du personnage, c'est un personnage, dit-elle. Oui, en un mot, je crois que ça va pas être possible. C'est un peu, N'est-ce pas? on la cite souvent en exemple, nous. C'est vrai? Ah oui, pour les Africains, oui. On leur dit que justement, voilà, c'est une personne qui travaille sur leur sol, qui a les mêmes, qui vit de la même façon, qui a les mêmes outils et qui y arrive. D'accord. Donc, tout ce qui est, par exemple, dans l'agriculture et tout, on leur dit, mais vous devriez aller chez la Reine Blanche et vous verriez. En tout cas, Oui, pardon, pardon. Non, non, c'est c'est un ressenti personnel, oui. Mm. Nous en reparlerons la prochaine fois. On a beaucoup de choses à partager avec Sylvie que nous avons eu vraiment le plaisir d'accueillir ici. Et je vous rappelle que vous pouvez partager dans tous les réseaux, vous pouvez nous regarder en vidéo, vous pouvez inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Vous pouvez aussi nous apporter votre expérience. Nous, on prend tout. Nous rencontrons des gens très différents ici. Vendredi, je serai avec Dr. Chugo pour vous donner des conseils par rapport au coronavirus, paludisme, tout ce que vous voulez. Qui est chercheuse, qui est pharmacienne, qui travaille sur l'artémisia, justement. L'artémisia que cultive la Reine Blanche, d'ailleurs. Vous connaissez Oui, l'artémisia? Vous connaissez l'artémisia, Sylvie? oui, oui, moi je connaissais avant de partir, mais bon, j'ai quand même pris Atobacone cette année parce que j'étais pas Non, sûre. il faut faire confiance à l'artémisia, Sylvie. Il faut Mais prendre. oui, oui, effectivement, Claude en cultive et en bois et ouais. Mm. On parlera de tout cela la prochaine fois. Merci à toutes les personnes en ligne. Merci beaucoup à Marie Crozet, qui était là avec des très belles idées. Moi, je pense que sa mère l'a très bien formée. Hein. Chez moi, en Banganté, on dit que c'est-à-dire que le fruit ressemble à l'arbre d'une certaine manière. C'est-à-dire que Ouais. c'est les graines de courge, le pistache, comme on appelle chez nous. En tout cas, ma fille, il faut continuer comme ça. À très bientôt. Merci à tous. Continuez à partager, hein, et aussi intervenir, à donner votre point de vue. Merci Florence Nana et tous ceux
qui sont intervenus en ligne. Je vais laisser Sylvie conclure le programme parce que c'est toujours comme ça, c'est l'invité qui termine le programme. Moi, je leur ai déjà donné rendez-vous. Vendredi, on reparle Artemisia. Ce sera la pharmacienne Dr Chugo qui sera là pour vous conseiller à 18h30. Et la semaine prochaine, nous allons poursuivre avec notre programme. Nous retrouverons Sylvie très prochainement, bien sûr. Hein, on va continuer cet entretien. Peut-être lundi, on verra bien. Et ce qui est sûr, c'est que mercredi, nous serons avec un médecin encore, nous serons avec un psychiatre pour parler, oui, ce sera mercredi prochain finalement, pour parler des conséquences des traumatismes liés aux violences sexuelles en particulier, au viol, et notamment on va parler un peu pédocriminalité. Et vous savez qu'avec lui, on vous a déjà suffisamment rassuré, j'espère, sur les moments que nous vivons, de ne pas vous laisser aller. Ange Nancy, oui, dommage, mais il faut l'écouter en différé maintenant, Ange. Et on se retrouve Sylvie prochainement, c'est pas un problème. Vendredi, je vous rappelle encore, n'oubliez pas, nous serons avec Dr Kwishu Shugo Kenye Rosine Désiré, qui est depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, bien évidemment. Et nous allons parler, nous allons essayer de vous accompagner pour que vous essayiez de trembler un peu moins face à la pandémie. S'il y a bien, ça va, quoi. Il faut respirer en vie. Continuer à vivre surtout. Voilà, la parole est à Sylvie pour conclure. Bonsoir à tous. En tout cas, j'espère vous avoir donné l'envie de venir avec nous ou avec d'autres associations, hein, mais pas les grandes ONG, vous battre un peu pour aider cette Afrique qui en a bien besoin et qui a tellement de possibilités, de ressources en elle qui demande juste à être un peu exploitée, que il faut ce petit coup de pouce. Venez participer avec nous. Voilà, à bientôt donc Sylvie. À bientôt. Au revoir à tout le monde. Salut chez vous. À très bientôt. C'était un vrai bonheur. Au revoir.